Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Made in Nancy. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis étudiant entrepreneur. J'ai décidé de créer ce podcast pour pouvoir vous faire rencontrer des gens influents de la ville de Nancy. Des entrepreneurs, des artistes, des professionnels qui vont partager avec eux leur expérience personnelle comme professionnelle et qui vont, je l'espère, vous inspirer. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Michel Silva, directeur du cabinet Silcom, qui a pour objectif de former les gens et de les faire devenir meilleurs dans le domaine commercial. Michel, c'est un mec exceptionnel, qui est assez drôle, bien entretenu et super marrant, donc j'espère que l'entretien vous plaira. Si vous aimez Made in Nancy, vous pouvez déjà nous suivre sur Facebook et sur Instagram et nous mettre 5 étoiles sur SoundCloud. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très vite. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Michel Silva qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Donc on est chez moi et il va pouvoir me parler de lui, de son parcours et de son activité professionnelle. Salut Michel. Salut Valentin. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, super. Bon. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours personnel et professionnel s'il te plaît? Oui, écoute, mon parcours il est quand même très très divers. Dans les années 80, et là bien sûr, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc dans les années 80, j'ai commencé à vendre des livres après avoir fait des études de commerce. Au tout début, quand j'étais mineur, j'étais dans la mécanique, donc j'étais plutôt dans le technique. Puis tout d'un coup, je me suis révélé donc plutôt dans le commerce à partir de 18 ans, à l'âge de 18 ans. Et donc du coup, j'ai vendu des livres chez Hachette, le livre de Paris Hachette, pendant 3 ans et demi à faire du porte-à-porte dans les immeubles. Voilà, c'est très formateur et c'était une belle expérience. Donc j'ai terminé responsable de territoire, donc c'est-à-dire je formais les nouveaux vendeurs. Il y avait beaucoup de turnover dans ce métier. Aujourd'hui, c'est Internet qui a remplacé les livres, les volumes. On vendait plusieurs volumes, voilà. Ensuite, j'ai vendu des voitures. Alors j'ai vendu pendant de nombreuses années des voitures chez Peugeot. J'aime bien Peugeot. Puis voilà, je suis resté d'ailleurs client de la marque. Voilà, donc vendre des voitures neuves, des voitures d'occasion. J'aimais bien également. Et puis pareil, on me disait tiens, il y a un nouveau qui arrive, tu vas t'en occuper. Du coup, je me dis tiens, il y a quelque chose qui se passe là dans la transmission, dans le fait de transmettre des choses, dans la formation. Donc, je me suis dit bon ok, donc j'ai fait ça 9 ans. Et puis après, je me suis retrouvé dans une société textile où j'ai fait du recrutement et de la formation de vendeuses. Donc en textile, c'était très sympa, très agréable également. Et puis voilà, c'est là où je me suis dit, je pense que la formation c'est mon truc et donc je vais créer mon entreprise et donc j'ai créé mon organisme de formation professionnelle continue. Donc c'est bien en fait par l'expérience et la vie sur le terrain. À la base, tu as été embauché comme un commercial, donc tu faisais du porte-porte chez Hachette. Ensuite, tu as fait la même chose chez Peugeot. Et petit à petit, ton activité a bougé et tu as commencé à prendre la formation. Et donc du coup, qu'est-ce qui te plaisait déjà à la base dans le commercial? C'était quoi qui était important pour toi? Ce qui était important pour moi, c'était de rendre service. Je crois que c'est le truc qui me plaisait. D'ailleurs, certains graphologues m'ont dit, je dis certains parce que voilà, moi j'aime bien utiliser tous les outils à portée de main et je m'arrêterai pas à un seul outil ou une seule manière de faire ou de voir les choses. Mais certains graphologues m'avaient dit tiens, c'est bizarre que vous soyez pas dans le social plutôt que dans le commerce. Et je me dis que dans le commerce, il y a sûrement un peu de social. À un moment, on en fait sûrement, c'est-à-dire que voilà, j'aimais bien aussi faire découvrir voilà, des produits, des services. C'est ce qui me plaisait, je pense, faire découvrir également. Donc d'accord, donc tu fais ça et ensuite tu passes vers la formation. Est-ce que tu as déjà été salarié, tu as déjà travaillé dans une boîte pour la formation ou tu as immédiatement créé ta structure? J'ai immédiatement créé ma structure et j'aurais tendance, si j'avais des conseils à donner, à conseiller fortement avant de créer sa structure, à s'essayer. Mais bon, quelquefois, voilà, il y a des opportunités. Je crois que quand il y a une opportunité comme ça, on la saisit
je crois que j'ai saisi l'opportunité de créer mon organisme de formation avec quelqu'un qui me l'avait proposé et qui m'avait apporté des informations qui me permettaient de passer à l'action plus rapidement que ça, quoi. D'accord. Et la transition salarié-entrepreneur, est-ce que ça a été difficile pour toi? Non, parce que je pense que j'avais fait le tour, j'avais l'impression à 34 ans d'avoir fait le tour, et donc du coup je me dis il faut que j'y passe. Alors j'avais quand même mûri, puisque je m'étais préparé psychologiquement, j'avais lu beaucoup de choses. À l'époque on lisait plus des magazines et des livres qu'on avait Internet. Aujourd'hui je crois qu'Internet c'est une mine d'or ou une mine d'informations en tout cas, où il y a tout bien sûr, et quelquefois ce qu'il faut pas, mais bon c'est comme ça, mais en tout cas, ce que je lisais moi était une lecture qui me permettait de connaître. Après, pas spécialement d'avoir les compétences, parce que moi je fais toujours bien la différence entre des connaissances et des compétences. Et je pense que c'est important. Être informé c'est bien, mais savoir faire c'est mieux. Et donc du coup, je me suis informé et je me suis dit il va falloir quand même que j'apprenne sur le terrain, parce que ça reste de la théorie, et en pratique, il s'est avéré, puisque ça fait 19 ans que c'est le cas, que ça soit le bon choix. D'accord. Et donc, quand tu as créé ta structure, est-ce que tu avais des peurs particulières? Par exemple, je sais que certains entrepreneurs ont peur du juridique, de la comptabilité, tout ce qui est obligation d'information avec les différentes administrations. Qu'est-ce que c'était, toi, ta peur viscérale que tu pouvais... La comptabilité, et comme je ne suis pas du tout à l'aise avec la compta, qui n'a encore rien à voir avec la gestion. La compta, c'est-à-dire enregistrer des chiffres, enfin, des choses qui me prennent plus la tête qu'autre chose, et qui est encore différent de la gestion en tant que telle. Et donc j'ai tout de suite pris un cabinet comptable, et j'ai vite fait le calcul, parce que quand on paye 200 € par mois à peu près, en fonction de ce que vous avez à lui donner à faire, mais si vous lui donnez pratiquement tout, c'est à peu près ça, me faire m'ennuyer à faire moi-même la compta pour économiser 200 €. Je me dis que 200 €, moi je peux facturer quelques belles heures de prestations pour me les payer quelque part. Et donc du coup je me suis dit, allez, je préfère payer quelqu'un à faire bien le travail que de vouloir économiser. Et quelquefois c'est quand même des économies de bout de chandelle. Oui, puis surtout que le cœur de ta profession, c'est surtout la formation, et c'est là que de la plus-value. En passant des heures et des heures derrière des bouquins comptables, tu n'aurais pas eu la même plus-value derrière, et tu n'aurais pas pu autant facturer. On est d'accord. Donc finalement, c'est une rentabilité au maximum que tu as pu opérer. Tout à fait. Et donc pour revenir à la création de Silcom, tu crées Silcom, tu m'as dit que tu avais créé ta boîte à 34 ans, ça faisait 19 ans d'existence. Avec un petit calcul, tu as 55 ans aujourd'hui? 52. 52. 52. Je suis très mauvais. Voilà, moi la comptabilité, c'est pas non plus mais tout va bien. On a aussi pris un cabinet comptable. Donc tu as 52 ans. Quand tu crées ta boîte, quelles sont les premières évolutions que tu as? Quels sont les premiers clients que tu attires, et comment tu les obtiens? C'est une bonne question, puisque disons que le cabinet Silcom que j'ai créé il y a 19 ans est spécialisé dans l'action commerciale et dans la fonction commerciale. Donc dire ce que je fais et faire ce que je dis, il faut quand même être crédible, et d'ailleurs c'est ce qu'on demande aujourd'hui également à des managers, d'être exemplaires, et de pouvoir se dire à un moment, si vous voulez que vos collaborateurs écoutent ce que vous leur dites, faut aussi être exemplaire. Et donc du coup, l'essentiel c'était d'aller prospecter. Et comme je ne connaissais pas le milieu à l'époque, j'ai tout appris sur le terrain, et bien pendant 2 ans, et là il a fallu quand même avoir de l'argent de côté, chose que bien sûr j'avais anticipé, et à l'époque on levait peut-être pas les fonds qu'on peut lever aujourd'hui, et c'est tant mieux, mais moi j'avais mis de l'argent de côté, et donc du coup, j'ai pu pendant 2 ans passer mon temps à prospecter, à rencontrer de futurs clients qui d'ailleurs au début ont su me dire avec peut-être beaucoup d'ironie, mais bon, allez vous essayer ailleurs et vous reviendrez plus tard, mais combien de personnes vous avez formées? Je dis voilà, j'ai créé, donc du coup vous seriez dans les premiers. Vous savez, c'est toujours délicat de confier sa force de vente à un débutant, donc vous reviendrez me voir
plus tard. Donc c'est une réalité, c'est là où j'ai affûté mes arguments, où j'ai trouvé mes stratégies, où je les ai mis en place, mais comme toute création d'entreprise et comme tout créateur d'entreprise, quel qu'il soit, je pense que 2 à 5 ans, c'est à peu près ce qu'il faut pour créer sa clientèle, pour pouvoir être convaincant, hein, au-delà d'être convaincu, car on peut être convaincu sans être convaincant. Donc du coup, voilà, c'est ce qu'il m'a fallu à peu près. Mais pour être convaincant, il faut être convaincu. Aussi, on est Et d'accord. donc du coup, c'est vachement intéressant ce que tu me dis là, parce que j'aurais quelques questions à te poser. Ouais. Est-ce que, donc quand tu as créé ta boîte il y a 19 ans, est-ce que tu repères des modifications par rapport aux techniques de prospection que tu as pu mettre en œuvre dès la création de ta boîte et celles que tu utilises maintenant? Est-ce que tu vois qu'il y a des différents canaux que tu utilises ou différentes manières d'approcher les gens? Disons que Internet, c'est une révolution. Hein, c'est une révolution. Mais tu sais, quand je dis à des stagiaires, dans le cadre de mes activités de formateur, hein, quand je dis à mes stagiaires, tout est bon et tous les canaux sont bons, il faut être multicanal aujourd'hui, ça veut dire que aujourd'hui, la prospection physique est aussi intéressante que les réseaux, notamment je pense aux réseaux sociaux. Moi je suis très actif hein, dans les réseaux sociaux et j'utilise, je dirais, les outils et les méthodes et les stratégies d'aujourd'hui et en 2019, mais en même temps, j'aurais tendance à dire un bon stylo, alors ceux qui nous écoutent et qui me connaissent vont tout de suite me reconnaître, mais un bon stylo en allant également toquer aux portes fonctionne vraiment très bien. Et quand tu vois le stylo Silcom que je vais t'offrir d'ailleurs, je vais t'offrir un stylo Silcom parce que c'est important que tu en aies un, mais un bon stylo face à un prospect où tu vas dans une zone d'activité et tu rencontres ces entreprises-là que tu peux avoir repérées, hein, bien sûr, avant, et donc du coup tu vas les rencontrer et tu leur dis, voilà, bonjour, tout d'abord je vous offre le stylo Silcom, le voilà, Valentin. Merci beaucoup, Michel. Donc le fameux stylo Silcom. Il est très beau, je vous assure qu'il est très beau. Vous pouvez pas le voir, mais il est très très beau. Qui vous porte bonheur. Et donc, du coup, la personne vous regarde en disant « Ah bah tiens, c'est toujours ça de gagner. Et donc, qu'est-ce que vous faites de beau ?» Et du coup, en 2 secondes, en fait, c'est elle qui vous pose la question. Et ça se trouve, quelques secondes avant, vous auriez ramé pour lui expliquer ce que vous faites. Mais maintenant, c'est elle qui vous pose la question parce que tout simplement, vous lui avez offert un cadeau et que, en général, les gens à qui on offre quelque chose apprécient. Mais je dirais, là, on est sur de la prospection physique pure, mais bien sûr, ça se faisait dans les années 80, ça se faisait aussi hein, dans les années 50, enfin j'imagine bien. Ça se fait encore aujourd'hui, mais il y a vraiment aujourd'hui pléthore de méthodes, hein, de stratégies qu'il faut utiliser. Et je crois que tout est bon. Cochon. D'accord. Ben, moi, je pense que c'est une bonne chose et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le contact humain et créer aussi une confiance Tout avec à la fait. personne, c'est très intéressant. Nous, par exemple, chez Presto, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on a un premier contact qui est fait par Messenger en règle générale et puis directement après, on se rend au restaurant et on discute avec les gens. Parce que le produit peut être bon. Si la personne qui le vend ne crée pas la confiance avec la personne qui va potentiellement l'acheter ou potentiellement intégrer le réseau derrière, ça n'existe pas. Le meilleur produit au monde ne peut pas être vendu s'il n'est pas vendu par la bonne personne. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est toi le spécialiste dans le Moi, ça me domaine. va bien, Valentin. Ah ouais, moi, j'adhère tout à fait. Et alors du coup, si tu pouvais nous donner parce que tu nous parlais du coup des stratégies commerciales que tu utilisais aujourd'hui, quelle est pour toi la meilleure combinaison de stratégies? Parce que là, tu m'as dit que voilà, il y avait le porte-à-porte qui était possible, il y avait la rencontre physique, il y avait les canaux, etc. Mais je suppose que ces stratégies-là, elles ne sont pas à utiliser isolément, mais elles sont à combiner entre elles. Alors écoute, moi ce qui m'a le plus rapporté d'argent, c'est sûrement la prospection téléphonique. Ça reste encore aujourd'hui un canal intéressant, la prospection téléphonique, mais bien préparé. Bien préparé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on se sert des réseaux sociaux. Je pense à LinkedIn, par exemple, qui est un excellent réseau social professionnel, pour aller trouver qui fait quoi à un moment. Et une fois qu'on sait qui fait quoi, là on peut utiliser le téléphone derrière, mais avec des informations qu'on a pu glaner avant, d'accord? Et donc là on appelle la bonne personne, le bon nom, avec la bonne fonction, bien sûr, mais
par le téléphone, avec les réseaux sociaux sur lesquels on s'appuie. Moi, j'aurais tendance à me dire que voilà, le téléphone reste un bel outil, mais combiné aux réseaux sociaux. Les réseaux professionnels également, je trouve que voilà, c'est aussi un excellent canal d'aller rencontrer des gens dans des soirées, dans des réseaux à droite à gauche. Ça reste aussi un moyen aussi de voir du monde, de sortir de son train-train. Et puis, je te dirais bien également que c'est bien. Bon, je pense que je t'ai dit l'essentiel. Après, il y a plein de petits... je pense par exemple à une conférence. On parlait tout à l'heure de donner pour recevoir, donner un stylo peut-être pour recevoir quelques informations, mais donner une conférence à quelqu'un dans un organisme, dans une société, dans un réseau également, permet également de montrer de quoi on est capable de faire, et c'est de donner des réponses, des solutions, des idées, des astuces, de pouvoir échanger avec les personnes qui participent à cette conférence, et puis d'avoir des gens qui disent « Tiens, moi j'aime bien sa façon, son approche, sa façon d'aborder les sujets, ce gars-là, il faudrait qu'il vienne chez moi un jour. » Et c'est là où on peut après vendre sa prestation, mais on a montré d'abord de quoi on est capable de faire. Et c'est pour ça que Internet peut avoir ses limites en la matière, parce que c'est vrai que voilà, on voit pas les gens, on voit pas avec les photos. Et avec des photos d'ailleurs, juste un truc qui fait sourire, c'est de voir des photos de gens qui ont 10 ans de moins. C'est toujours surprenant parce que il y en a certains qui ont dû s'inscrire sur LinkedIn il y a 10 ans ou il y a 5 ans et en ayant peut-être pris une photo qui avait déjà 5 ans, enfin ça fait qu'à la fin la photo. Alors je dis ça parce que c'est surprenant après quand on rencontre des gens, quand on se dit tiens c'est pas vraiment c'est vous que j'ai vu photo non voilà, sans compter ceux qui n'en mettent pas où je leur dis une photo oui mais il faut que je la prenne. Ah ouais d'accord. Bon. Ah mais c'est toujours intéressant. Et donc du coup, Silcom, c'est quoi exactement ? Alors nous sommes donc organisme de formation professionnelle continue dans le cadre donc des budgets qu'ont les entreprises, toutes les entreprises, que ce soit les salariés, que ce soit des TNS, des travailleurs non salariés, cotisent à la formation professionnelle continue. Ça fait des années que ça existe. Tous les gouvernements ont réformé la formation professionnelle. Le gouvernement actuel y a mis, je crois, là, une bonne... Ah ouais. Là, je crois que celle-là, cette réforme-là, elle est importante. En disant quoi ? En disant qu'on ne fera pas comme ont fait nos parents 40 ans dans la même société, peut-être même pas 30 ans, peut-être même pas 20 ans et peut-être même pas 10 ans. Et donc, du coup, la formation professionnelle est un des moyens, je dirais, de réactualiser ses compétences, de se ressourcer, de remettre à jour ses compétences. On le voit bien chez les commerciaux, parce que c'est la population que j'ai décidé de former moi. Donc les technico-commerciaux, les chargés d'affaires, les chargés de clientèle, les ingénieurs commerciaux. Quand on vous dit qu'ils sont commerciaux, ils vous disent qu'ils sont ingénieurs. Et quand on leur dit qu'il faut aller vendre, ils disent oui, mais je suis ingénieur. Donc, là, on voit bien que ça reste un gros mot, je dirais, la fonction commerciale ou la vente dans les entreprises, et pourtant ceux qui nous font notre paye à la fin du mois, quand on pose la question, Valentin, je te pose la question, qui te fait la paye à la fin du mois ? C'est moi. D'accord, c'est bien. Donc c'est vrai. Associés, parce que pour l'instant on n'est que 3 dans la structure, donc on évolue petit à petit, mais c'est moi le commercial dans l'équipe. Bon, et donc ce sont les clients, bien sûr, que tu trouves, qui te font également ta paye. On a un business qui est un petit peu particulier, parce qu'en fait on est en B2B et en B2C à la fois, donc finalement nos clients sont les restaurateurs, mais également les utilisateurs. Et donc en fait c'est le doux mélange des deux qui nous permet à la fin du mois de se rémunérer. Bon, donc du coup, comme ce sont bien nos clients, à un moment ou à un autre, B2B ou B2C, qui font notre paye à la fin du mois, voilà, c'est que de toute façon, une entreprise qui n'a pas compris que ce sont les clients qui feront que, et bien du coup, est une entreprise qui sera vouée à un moment, soit à fermer la porte, soit, bien sûr, à se dire à un moment, reprenez-vous, il y a moyen de se reprendre en dehors des fonctionnaires, avec tout le respect que j'ai pour eux, puisque ce sont nos impôts qui payent nos excellents fonctionnaires, parce que je crois que la France là-dessus est dotée d'excellents fonctionnaires, mais je crois que là-dessus on est d'accord. La fonction commerciale, les forces de vente sont un élément, un maillon important parmi d'autres, un maillon
On est d'accord. Donc c'est notre spécialisation. Donc on aborde tout ce qui est stratégie commerciale, tout ce qui est technique de vente, négociation commerciale, prospection, également tout ce qui est communication téléphonique, appel entrant, appel sortant. Donc c'est aussi un élément important. Le management des forces de vente, la motivation des équipes, c'est aussi chez Silcom, je dirais une formation importante qu'on anime et que j'anime depuis de nombreuses années. Voilà, donc une clientèle très diverse, du TNS, travailleurs non salariés, indépendants, consultants, jusqu'aux entreprises de 10 salariés, parce que les très petites entreprises, les TPE, sont vraiment importantes chez nous dans notre clientèle, jusqu'aux entreprises diverses et vraiment très 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 diverses et avec plus ou moins de salariés. D'accord, donc ce que je comprends en fait, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est que du coup toi tu offres une formation sur le savoir-être du commercial, donc avec tout ce que tu me disais par rapport aux communications téléphoniques, comment se présenter, quel canal utiliser, et également au savoir-faire. Oui. Jusque-là c'est ok. Oui. Et est-ce que du coup tu donnes des formations également en stratégie ? En stratégie ? Oui. Oui. Alors oui, pour les TPE, donc les très petites entreprises qui n'ont pas justement, je dirais, de personnel en ressources humaines ou autre, et donc du coup, je travaille avec elles sur leur stratégie. Ce qu'il y a, c'est que je souhaite pas devenir le patron de l'entreprise. Moi, je souhaite que le chef d'entreprise et les personnes concernées puissent me retrouver et qu'on puisse travailler ensemble sur la stratégie. Mais là, on est plus sur, je dirais, lié à du conseil que la formation en tant que telle, mais il peut y avoir bien sûr une part de formation importante. Oui, donc en fait, tu as aussi une activité de conseil qui est accessoire à ton activité de formation. Minime. D'accord, minime parce qu'on arrive vite à transformer ça en formation. Et alors du coup, qu'est-ce que tu fais dans la formation ? Est-ce que tu fais des séances qui peuvent durer 3 heures, une journée, ou est-ce que des fois aussi, il y a des formations d'immersion dans l'entreprise où tu vas regarder travailler les commerciaux, les Salesforce et autres, et tu vas pouvoir les corriger a posteriori, ou est-ce que c'est vraiment une formation qui est dispensée plutôt style professeur-élève ? Ok. Alors, écoute, moi, j'interviens, je dirais, dans la seule école, on va dire 2 écoles, lycéenne Business School et donc l'ESNA, également Business School sur Nancy. Ce sont les 2 seules écoles où j'interviens plus dans la partie présentielle, en tant que formateur avec des étudiants ou des alternants ou des gens en formation, mais bon, on est plus sur des formations, je dirais, théoriques. Ensuite, pour la partie formation professionnelle, moi j'allie un mixte de tout en matière de formation. Par exemple, quand je fais un programme de 2 journées, qui est très correct parce que 2 jours de formation, bloquer une entreprise avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes pendant 2 jours, c'est déjà beaucoup. Dans beaucoup d'entreprises, c'est énorme parce que, alors notamment une TPE dans les moins de 10 ou moins de 20, vous enlevez déjà 10-20%, si ce n'est 50% des salariés de l'entreprise pendant 2 jours, donc ça peut être énorme. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je prépare mon intervention avec une écoute, c'est-à-dire que je me mets à côté des commerciaux, j'accompagne les commerciaux avant formation, quelquefois. Alors pas toujours quand je connais bien le métier. Mais quand c'est un métier que je peux découvrir sur la partie technique, parce que la partie commerciale, c'est de toute façon l'expertise que j'ai. Dans la partie technique, ça m'intéresse quelquefois juste pour vérifier des points qui me semblent importants sur un aspect technique que je ne maîtrise pas. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas là pour les former là-dessus, mais ça me permet moi de préparer ma formation d'une façon plus personnalisée, plus individualisée, et de préparer du sur-mesure. Eh bien, j'accompagne, les gens sur le terrain, je les écoute. Je les ai au téléphone, je vais sur leur poste de travail avec eux, je les regarde 1 heure, 2 heures, une journée, ça m'arrive également, pour préparer une formation qui soit vraiment opérationnelle sur le terrain. Et une fois que je les ai en salle la première journée. Si je donne une formation type que je fais, donc une fois que j'ai fait cette audit, cette écoute, cette préparation, je les reçois une journée en salle. Et en salle, on aborde donc des solutions directement opérationnelles au vu de ce que j'ai vu. Et ça leur permet de passer tout de suite
à des théories fondamentales pour leur métier, et pas des théories qui ne les concernent pas, parce qu'on n'est pas en formation initiale, et nous, on ne peut pas se permettre de faire ça en formation professionnelle. Donc j'aborde directement donc, des théories qui sont importantes à voir, à revoir chez certaines personnes qui les ont oubliées, voire à découvrir chez certains, parce que si je prends l'exemple d'un informaticien à qui on a dit, écoute, t'es bon en informatique, maintenant tu vas vendre les choses, les produits, en hard ou en soft, enfin bon, ou des logiciels ou je ne sais, souvent cette personne vous dit, oui mais moi je suis de formation informatique. Et oui mais t'as une bonne gueule, t'as une bonne bouille, tu présentes bien, tu parles bien, t'articules bien, donc du coup tu vas vendre. Et là on se dit, mais attention, on demande un deuxième métier, je dirais, à quelqu'un qui n'a pas eu de formation, pendant que d'autres ont eu eux des formations pendant des années, quelquefois eux aussi ne savent pas plus vendre que ce gars-là. Donc on se dit à un moment, attention, on demande un deuxième métier. Alors bien sûr, on ne va pas le renvoyer en formation. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il apprenne quelque chose en formation initiale, ce gars, parce qu'il a déjà de l'expérience, et je pense que ce n'est pas le cas. Donc du coup, moi je le reprends, et je reprends donc tous les stagiaires concernés, pour justement revoir avec eux ce qu'ils n'ont jamais appris. Parce qu'on est, dans le cadre de la formation professionnelle, souvent face à des gens qui ont la niaque, qui ont envie, qui font bien, enfin qui essayent de faire bien, et en tout cas qui le font bien d'après eux. Et c'est là où le soir, quand ils rentrent, ils disent « je suis fatigué, j'ai tout donné ». Oui, tu as tout donné parce que tu n'as pas de méthodologie, tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de compétences sur la partie commerciale, mais par contre, tu as envie de faire, tu sais faire des choses, tu mets toutes tes tripes sur la table. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout de quelques années, tu vas vraiment te fatiguer si on ne t'apporte pas rapidement les compétences nécessaires pour gagner du temps, et on sait combien le temps c'est de l'argent, et gagner en compétences pour que tu puisses te dire je suis un excellent technico-commercial, c'est-à-dire que la partie commerciale doit être aussi maîtrisée, aussi apprise que la partie technique qui maîtrise déjà. Et donc c'est extrêmement important. Et pour changer tout à fait de registre, je sais que tu travailles seul, donc pas que tu travailles seul, que tu es le seul associé chez Silcom. Oui. Est-ce que c'est un choix personnel de travailler seul et d'être le seul maître à bord, ou est-ce que tu as eu un associé ou que tu n'as pas trouvé d'associé qui voulait travailler avec toi ou se développer dans le même état d'esprit que toi? Alors, excellente question. Moi, j'ai voulu, il y a 19 ans, créer mon emploi. En avril 2000, quand j'ai créé le cabinet Silcom, je voulais créer mon emploi, je voulais créer une entreprise, et j'étais en EI à l'époque, donc entreprise individuelle, et je voulais créer mon emploi. Très vite en France, la paperasse vous rattrape à une vitesse extraordinaire, donc du coup je me suis dit, bon allez, je crois que je suis obligé de prendre quelqu'un, par obligation, même si j'étais ravi de travailler pendant les premières années avec mon premier salarié, qui nous a quittés, hélas. Et donc, du coup, depuis, je prends des alternants. Mais c'est vrai que avoir pour moi un collaborateur, ça me permet déjà de me soulager administrativement, même au niveau commercial, parce que c'est quelqu'un qui a aussi, bien sûr, une fonction commerciale. Mais à l'origine, je voulais créer mon entreprise. Aujourd'hui, qu'on soit deux, et après, je travaille avec des partenaires, bien sûr. J'ai beaucoup de clients qui m'appellent en me disant, tiens, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut intervenir sur tel ou tel thème, et avec beaucoup de plaisir, j'appelle mes partenaires, comme mes partenaires savent m'appeler en me disant, tiens Michel, c'est un échange de bons procédés. C'est un échange de bons procédés. Mais c'était mon emploi avant de créer une entreprise. Aujourd'hui, je suis en EURL, et ça se passe très bien. D'accord, ok. Et donc du coup, les alternants, tu les choisis dans quel domaine d'activité? Le même que toi, donc la formation et le commercial, ou des domaines différents pour un petit peu t'élargir? Alors, m'élargir dans quoi quand tu me dis ça? Alors, sur quel élargissement tu penses? Par exemple, un élargissement au niveau de méthodes que toi, tu n'as peut-être pas par rapport à de l'administration ou de la gestion, que tu voudrais peut-être coupler avec des connaissances théoriques que tu n'as pas forcément, ou est-ce que tu veux quelqu'un qui est dans le même domaine que toi pour pouvoir évoluer en parallèle de toi et justement faire grossir le carnet de clientèle que toi tu peux avoir? Ouais, moi en tout cas j'ai choisi donc de prendre essentiellement des licences RDC, donc responsable du développement commercial, et ça fait des années que je prends donc des alternants liés à ce diplôme-là, notamment aussi parce que je m'entends très bien avec l'école concernée, et puis que c'est des gens qui, voilà, c'est un diplôme qui me correspond le mieux, mais c'est vrai que les alternants qui viennent chez moi viennent chercher la compétence qu'ils souhaitent avoir par rapport au diplôme
qui le préparent. Donc eux, ils sont enchantés, mais moi je suis enchanté aussi parce que c'est des gens qui sont souvent beaucoup plus jeunes que moi, qui ont la vingtaine, qui m'apportent un œil différent, complémentaire, autre que le mien. Et c'est vrai que à chaque fois, et ça a toujours été le cas, ils m'ont autant apporté que moi je leur ai apporté, même s'ils ont tendance à dire que c'est plutôt moi qui leur ai apporté, mais ils m'ont beaucoup apporté, ne serait-ce que, même si je maîtrise bien les outils d'aujourd'hui et autres réseaux sociaux, oui, mais ils ont un regard, une maîtrise des outils et autres complémentaires à moi. Et puis du coup, on peut bien sûr travailler en toute complémentarité. Ah ben, je pense que tout stagiaire ou tout alternant voudrait avoir un maître de stage ou un responsable de stage aussi prévenant que vous. Ah oui, mais ils sont enchantés. Moi, je sais que chaque fois, tous les ans, ils me disent... voilà quoi. Alors moi j'aurais tendance à me dire est-ce que je les garde parce que j'ai tendance pratiquement à vouloir tous les garder. Mais ce qu'il y a c'est que je trouve que c'est pas cool, c'est pas classe pour moi parce que c'est souvent des jeunes qui veulent passer en master, qui veulent découvrir la vie et je trouve dommage que du haut de leurs 22 ans à peu près, c'est à peu près l'âge qu'ils ont, tout de suite je les bloque sur une activité comme la mienne. Moi je trouve plus intéressant pour eux, si j'étais leur père, je pense que je leur parlerais comme ça, qu'ils aillent voir ailleurs, qu'ils continuent dans leurs diplômes, dans leurs expériences, parce que souvent ils trouvent très facilement après une nouvelle entreprise, même si les entreprises quelquefois même m'appellent en me disant tiens qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est normal, et moi en général ça se passe toujours bien, et ça s'est toujours bien passé avec tous mes alternants. Voilà, après si c'est pas le cas, on fait avec. On fait avec, mais bon, je suis content, ça se passe toujours bien. On a bien compris le côté professionnel de Michel Silva avec ton évolution, le fait que tu as été salarié, que tu as ensuite créé ta boîte, ton activité, ta spécialisation et ton expertise dans le domaine commercial. Maintenant, j'aimerais connaître le Michel Silva personnel. C'est-à-dire que tu es entrepreneur, tu as ta boîte depuis 20 ans. Comment fais-tu pour diviser ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Parce que c'est une question qu'on a souvent, et même une question qui moi me fait peur, c'est que parfois j'ai du mal à mettre des barrières entre les deux. C'est-à-dire que je reçois un appel à 23h pour le boulot, je réponds, je travaille le samedi, je travaille le dimanche, et j'ai vraiment beaucoup de mal à faire la distinction entre les deux. Est-ce que tu as un conseil à me donner pour moi personnellement ou autre chose pour réussir vraiment à faire la part des choses? Moi, j'aurais tendance à te dire, en tant que formateur de manager également, qu'il faut absolument séparer les deux, mais c'est une volonté, c'est vraiment une vraie volonté. Valentin, moi je pense que tu es jeune, qu'aujourd'hui, ta situation personnelle, je ne sais pas si tu as une amie, si tu as quelqu'un, mais ta situation personnelle fait que aujourd'hui tu as le droit. J'ai envie de dire, tu as le droit, tu découvres la vie, tu découvres le monde professionnel, tu as le droit de travailler autant que tu veux. Il y a un moment où quand on veut fonder une famille, quand on veut tout simplement fonder, ou se créer sa vie personnelle, il y a un moment où il faut diviser les choses, mais je crois que c'est une histoire de volonté. Quand on en a envie et qu'on a la volonté, on coupe par exemple son portable à 19h. C'est beau 19h, moi je le coupe à 20h. 20h tous les jours, mais pourquoi? Parce qu'à l'époque où j'étais déjà commercial, quand je rentrais chez moi, je rentrais pour 20h. Et donc l'habitude fait que ma famille m'attend pour 20h, et c'est resté. Et regarde, aujourd'hui, l'interview, tout est calculé. Normalement, à 20h, je suis chez moi. Je suis chez moi à 20h. Donc, du coup, tous les jours, donc voilà, ma femme, ma fille, quand elle est là, m'attendent à 20h, quand elle ne travaille pas, puisque j'ai aussi une épouse qui travaille quelquefois tard, mais prévu, bien sûr, dans ses horaires de travail. Mais sinon, c'est 20h, et voilà. Après, le week-end, ça m'arrive de travailler de temps en temps le week-end. Mais pourquoi? Parce que je suis disponible, parce que mon épouse travaille, parce que je suis tout seul, parce que j'ai envie, Et puis je me dis, tiens, je vais aller travailler samedi, tranquille. Alors, je m'écoute de la musique, je prends le temps, je fais ma paperasse, je fais mes documents, je fignole une mise en page, je prends le temps, mais je le fais d'une façon plus zen, quoi. Mais je crois que quand on veut
On peut. Et je crois que c'est à toi à te dire, voilà. Tu sais, il y a et en plus, tu es étudiant. Ouais, je suis étudiant en master 2 étudiant, ouais. et en plus créateur. Enfin, tu te rends compte quand même. Hein, donc, non, mais je crois que, enfin, t'es pas spécialement le bon exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que tout créateur d'entreprise, mais qui passe son temps dans sa création d'entreprise, et pas un étudiant. Mais moi, bien sûr, je te tire mon chapeau de faire tout ça, et bravo. Et puis, de toute façon, merci. Je pense que c'est très formateur de toute façon. Mais tout créateur d'entreprise doit travailler, voilà, de 8h du mat à 20h. C'est beau, et stop. Après, on arrête. Alors, de temps en temps, moi je te parlais de réseau professionnel, de temps en temps, les soirs, en semaine, il y a toujours une soirée pince-fesses qui traîne par là. Donc, du coup, on y va, on va saluer quelques mains, on va distribuer quelques cartes de visite, offrir quelques stylos. C'est normal, ça fait partie du job du travailleur indépendant ou du créateur d'entreprise. Ensuite, il faut savoir s'entourer, et donc il faut aussi s'entourer des bonnes personnes. Baptiste, actuellement, mon alternant, va de un matin à une conférence à laquelle moi je ne peux pas participer, mais qui est une conférence très importante pour lui, pour notre cabinet également, mais pour lui et pour sa carrière professionnelle. Donc du coup, on allie un peu tout ça. Moi, j'ai autre chose à faire également. J'ai des interventions, là je pars en Alsace pour une société. Donc du coup, voilà, il y a plein de... Mais je crois que l'emploi du temps, c'est nous qui nous faisons ça, qui devons gérer notre emploi du temps. Il y a un patron qui me disait, alors c'est un peu choquant, il y a un patron qui me disait il y a quelques jours, tu sais Michel, pourquoi ce gars, il rentre à 20h30 le soir? Et donc je dis, je sais pas. Il me dit, c'est parce que il est mauvais. Ah, d'accord. Donc vous dites de votre cadre là, vous, patron de l'entreprise, qu'il rentre à 20h30 et qu'il est mauvais. Il dit, ouais, c'est parce qu'il ne doit pas savoir gérer son temps. Oula. Et c'est-à-dire que sûrement, et j'ai quelques preuves, il doit perdre du temps dans sa journée de travail sans compter ses visites sur les réseaux sociaux personnels. Et là, ça m'a laissé rêveur. Je me suis dit, alors lui, s'il savait qu'on parle de lui comme ça, je pense que ça lui ferait pas plaisir. Ce qu'a voulu me dire la personne ensuite, c'est il vaut mieux travailler 7 heures, 8 heures d'une façon concentrée que pour son travail et après faire ses activités extra-professionnelles que de rentrer tard sous prétexte que et de dire même « Non mais vous avez vu à quelle heure je rentre ?» Non mais rentre plus tôt, mais à ce moment-là, occupe-toi de tes affaires personnelles. Après, mais comme, bien sûr, c'est pas le cas parce que voilà, les choses de la vie font que, aujourd'hui, on est dans une société où on peut mélanger à peu près tout. Sa vie personnelle, sa vie privée, et notamment quand on est cadre. Et alors, c'est bien. Moi, si le gars est content de rentrer à 20h30, mais parce qu'il s'est aussi occupé de ses affaires personnelles dans la journée, c'est parfait. Ce qu'on veut pas, et c'est le reproche qu'il m'avait fait lui par rapport à ce gars-là, c'est que ce gars-là fasse la réflexion à certains de ses collègues en disant « Oh, je suis encore rentré à 20h30 ce soir. » Non, fais pas ça, ne dis pas ça, parce qu'on sait qu'il paraît... Ben oui, et aujourd'hui, on sait à peu près tout, surtout. Donc du coup, voilà. Et je trouvais ça intéressant, mais moi, je retiens juste ça, c'est... On concentre son travail dans les horaires qu'on a à faire et après on passe à autre chose et on coupe complètement et on peut être un excellent collaborateur même en sortant à 18h le soir pourvu que le travail qui devait être fait soit fait. Ouais, c'est ça, on n'est plus sur une logique de présentiel au taux horaire mais sur une logique d'objectif où dans une journée on doit accomplir tant de missions. Tant que ces missions sont faites, derrière, on peut vaquer à nos occupations personnelles. Mais oui. Après qu'on mélange le tout, parce qu'aujourd'hui, on a des zones de détente, on peut aller faire un sport, on peut regarder sa page Facebook pendant... Mais c'est chronophage, et les gens ne s'en rendent pas compte. Les SMS et les pages Facebook personnelles, LinkedIn quand c'est pro, ça va, mais quand c'est perso, Instagram et Facebook perso, plus les SMS, on fait le calcul, il y a 1 heure, 2 heures
de consommer dans la journée. Ouais, mais 1 heure, 2 heures, si vous sortez à 18h, ça veut dire que vous avez pris 2 heures de votre temps à votre patron. Si vous sortez à 20h, ça veut dire que vous avez bossé jusqu'à 18h, enfin si on fait le calcul. Et je crois que là-dessus, voilà. Alors, bien sûr, celui qui n'est pas content, il se met à son compte. J'ai du salarié qui n'est pas content, il se met à son compte parce que dans ce cas-là, voilà, il n'a pas quelque part à faire subir ça à son patron. Maintenant, si tout est clair entre son patron et lui, et que lui ne fait pas de réflexion du genre, t'as vu, à l'heure que je rentre, tout va bien dans le meilleur des mondes, et tout le monde doit être bien dans ses baskets à un moment ou à un autre. Et alors du coup, du côté sportif, est-ce que tu fais du sport pour avoir un esprit sain dans un corps sain ou pas du tout? Parce que je vois que t'as quand même 52 ans, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Je suis bien foutu. Et t'es bien t'es encore bien conservé, assez musclé. Vous voyez pas, mais Michel est musclé. Alors, écoute, j'ai fait de la musculation il y a quelques années. J'essaye de m'entretenir, je fais attention à moi, voilà. Et ça, tu penses que c'est important dans la vie d'un professionnel comme toi? Ouais. Je me suis pris un coach sportif parce que, disons que pour me stimuler, j'ai préféré prendre donc Sébastien Chenet, qui est vraiment excellent. Moi, j'apprécie ce gars-là, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'apporte, qui me stimule, qui m'aide, qui me coach, qui me fait découvrir plein de choses au niveau sport. Et puis en même temps, ce qui est marrant, c'est que quand il est 18h et que vous vous dites oh ça y est, j'en peux plus, quoi, je suis fatigué, j'ai la journée. Le gars, il arrive, mais il vous stimule et c'est reparti. Pour un temps, on pourrait refaire une nuit de travail derrière ce genre de coaching, parce que je suis convaincu que le sport, c'est la santé, c'est important. Et un sport régulier qui convienne, c'est-à-dire qu'il faut trouver son sport fétiche qui convienne et le faire régulièrement. Moi, je suis convaincu que c'est bénéfique pour tout le monde. Tant pour le corps que pour l'esprit. Ah oui, ça c'est sûr. Je faisais partie du yoga du rire pendant. Le yoga du rire. Le yoga du rire, c'est comment rire, c'est-à-dire pendant 1 heure, donc on se retrouve et on rit. Alors on rit plus ou moins forcé, puisqu'il y a un moment où on sait qu'on est là pour rire, mais c'est dingue comme ça fait du bien. Et quand on a passé des journées plus ou moins tendues, ça détend, ça libère des endorphines, enfin ça fait vraiment beaucoup de bien de rire et rire au travail. Moi j'essaye dans mes formations, et d'ailleurs beaucoup de stagiaires disent, ce qui est bien avec vous, c'est qu'on peut on peut être sérieux sans se prendre au sérieux, et on peut travailler dans la bonne humeur, quoi. Mais oui, on peut vraiment travailler dans la bonne humeur. Moi je suis très bon public, donc moi celui qui me raconte une connerie en dessous de la ceinture, je démarre au quart de tour. Et chez les commerciaux, ils sont particulièrement aguerris en la matière, parce que là, j'y ai droit. Et donc, du coup, il y en a une qui me vient là, mais qui a été dite par une femme commerciale. Elle m'a vraiment fait écrouler de rire, quoi. Mais c'est vrai que, je trouve que travailler avec de l'humour, avec le rire, c'est important. C'est vraiment important. Alors, on va bientôt finir l'interview. J'ai pour habitude de demander à mes invités, sans leur en demander au préalable, s'ils ont quelqu'un à me recommander pour que je puisse l'interviewer. Parce que du coup, je ne le dis pas, mais toi, tu m'as été recommandé et c'est pour ça que je t'ai contacté. Et donc, je fonctionne sous ce système-là pour que je puisse, a posteriori, interviewer la personne que tu me recommanderas. Alors là, pour le coup, alors là, tu me prends au dépourvu parce que j'aurais pu vraiment y réfléchir un peu plus, parce que là, ce qui est marrant, Valentin, et ce que j'apprécie beaucoup dans ce que tu viens de me dire à l'instant, c'est que en termes de technique de vente, la recommandation, c'est vraiment une technique qui est très très utilisée également. Et on dit souvent à des commerciaux, tiens, pensez de temps en temps à la fin d'un entretien à dire, tiens, à votre avis, qui pourrait être intéressé par nos produits, par nos services autour de vous. Et là, du coup, c'est une belle technique de vente à utiliser. Donc, tu vois que tu utilises aussi une des nombreuses techniques de vente, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est bien joué, parce que je trouve que c'est intéressant. Et donc là, il faut que je te le dise à haute voix, c'est ça. C'est ça. Que tu me recommandes une personne avec qui peut t'inspirer aussi, ou que tu as pu voir qui a un parcours particulier ou un parcours atypique, ou que tu trouves qu'il fait de belles choses sur Nancy et qui s'est développé
développer en dehors de Nancy peut-être, soit un artiste, soit un professionnel, un indépendant, quelqu'un que tu as pu former, quelqu'un que tu connais dans ta vie personnelle, peu importe. Quelqu'un que tu aimerais entendre parler sur ce podcast. Ok. Eh bien écoute, Franck Ravenet de la société Thermi Conseil. D'accord, alors qui est ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait donc comme son nom l'indique, Thermi Conseil, donc tout ce qui est évaluation thermique, donc des habitations neuves ou anciennes, et donc il a une structure d'une dizaine de salariés, et donc du coup c'est vraiment un gars bien et qui vraiment mène son entreprise comme il faut, et puis voilà. Eh bien parfait, donc je le contacterai. Et dernière petite question, Michel, si un de nos auditeurs veut te contacter, soit parce qu'il a besoin d'une formation, soit parce qu'il aimerait avoir des conseils ou pouvoir regarder ce que tu as fait, est-ce que tu pourrais me donner, je sais pas, une adresse mail ou un Facebook, un LinkedIn pour pouvoir te contacter? Mais oui, alors donc c'est Michel Silva, S-I-L-V-A, j'ai une belle page Facebook, j'ai un beau LinkedIn, sur le site internet c'est silcom.fr, S comme Silva, hein, bien sûr, S-I-L-C-O-M comme Michel.fr. Là, vous pouvez voir également toutes les formations qu'on propose et les prochaines dates, puisqu'on fait aussi des formations qu'on appelle inter-entreprises, c'est-à-dire que des gens d'entreprises différentes peuvent venir nous retrouver pendant 2 jours en formation, donc sur silcom.fr. Et puis sinon, Michel Silva sur les réseaux sociaux, c'est avec plaisir que je vous accueillerai. Eh bien écoute Michel, je te remercie pour tout, c'était un réel plaisir de pouvoir discuter avec toi, et merci pour ton beau stylo avec lequel j'espère je signerai également de beaux contrats. Merci Valentin, au plaisir.